Chapitre 13. Levés à 6 heures, avait déclaré leur guide au cours du repas de la veille, après leur avoir fourni toutes les explications utiles concernant le déroulement de la journée du lendemain. Elle y avait mis un tel enthousiasme en leur décrivant avec force détail le splendide décor dans lequel ils allaient évoluer, que toute la bande avait hâte de monter sur le bateau de croisière, amarré dans le petit port de la ville. Ils en franchirent la passerelle aux environs de 10 heures. Le trajet emprunterait, de Gili à Jiangsu, le cours de la rivière Li, long de 83 km, affluent du fleuve Tsi, dans lequel elle se jette à Yuzhou. Après avoir quitté Gili, elle traversait des forêts de quartz et entrait dans une longue vallée cernée de pics calcaires de type karstique. Une bonne centaine de passagers étaient du voyage, essentiellement des Asiatiques. Un joyeux tintamarre de cris et de rires régnait sur le pont au moment où le vapeur s'éloigna lentement de la rive et entama sa descente de la rivière en direction du village de Jiangsu. Il avançait à faible allure, laissant tout leur temps aux passagers pour contempler le paysage, effectivement splendide, qui défilait de part et d'autre du bateau sous leurs yeux émerveillés. La rivière se frayait un passage entre des collines en forme de pain de sucre, rappelant, en plus concentré, les rochers de la baie d'Along. Sur les parois abruptes, l'humidité ambiante développait une importante végétation qui les habillait de vert, ne laissant apparaître par endroits que le gris acier des roches. Une plaine étroite composait les berges de la rivière. Des bosquets de bambous éventail jaillissaient çà et là en rangs serrés, et de soudains élargissements de la rivière laissaient apercevoir des rizières aux couleurs vert tendre, des champs cultivés ou des prés herbeux dans lesquels paissaient des bœufs aux étranges constitutions. Au long des 4 heures de voyage, le paysage se modifiait sans cesse, caressé par la lumière des rayons du soleil qui peu à peu émergeaient de la brume matinale. D'abord noyés dans le brouillard, les sommets des pics aux formes tourmentées se dégageaient de leur gangue de nuages et apparaissaient en pleine lumière. Arthur, muni de sa caméra miniature, resta, excepté au moment du repas pris en commun sur le pont inférieur, présent sur le pont presque tout au long du voyage. À tour de rôle, Madeleine, Juliette, Ghislaine et Jeanne vinrent passer un moment près de lui. Les excuses ne manquaient pas pour expliquer leur présence. On sollicitait son avis sur le fonctionnement d'un appareil photo, voulait lui faire remarquer la beauté d'un ou l'autre des sites traversés, ou tout simplement bavarder en prenant l'air vivifiant porté par le vent léger qui sinuait au travers des rochers. C'était comme un défilé de mode, au cours duquel chacune des femmes tentait, mine de rien, d'en savoir un peu plus sur ce qu'ils pensaient des autres. Sia He avait été la première et s'éternisa assez longtemps pour agacer les autres. Elle était ce jour-là d'humeur romantique et s'étendit longuement sur la beauté des lieux, lui confiant la forte impression qu'elle avait ressentie lors de sa première visite, croyant bon d'ajouter que c'était avec son époux durant leur voyage de noces. Elle avait l'air triste, mais Arthur ne se sentait pas prêt à la consoler, trop de promiscuité deviendrait vite dangereuse. Elle avait nonchalamment appuyé son bras le long du sien, et il sentait sa chaleur corporelle au travers de son blouson léger. C'était comme une brûlure, qu'en dépit de sa réticence, il laissait se diffuser dans son corps
à nouveau possédé par son charme envoûtant. Il serait resté là, longtemps, éternellement peut-être, à attendre l'inévitable conclusion. Elle rompit le charme. Vous savez, Arthur, les années passent si vite que l'on n'a pas le temps de se retourner sur son passé. On n'a guère le loisir de se questionner sur ce que l'on est devenu et si tout ce que l'on avait espéré s'est réalisé. Que serait-il advenu de notre existence si nous n'avions pas pris telle ou telle décision? Arthur supposait bien sûr qu'en évoquant le « on » de son récit, c'était son propre ressenti qu'elle exprimait. Il aurait bien aimé lui demander si elle pensait avoir mené sa propre existence ainsi qu'elle avait souhaité, mais il n'osa pas formuler cette question car il craignait qu'elle ne lui fasse une réponse qui le mettrait dans l'embarras. Quand elle se décida à redescendre dans l'entrepont, il se contenta de conclure par une formule toute faite qui n'engageait à rien. Chacun des êtres vivants est confronté au même dilemme, Sia, et je ne connais pas la réponse. Comme si elle se tenait prête depuis longtemps, Jeanne s'installa près de lui dans la seconde. Elle semblait fébrile et y supposa que sa longue discussion avec Siyahe avait irrité la demoiselle. Pour confirmer son intuition, Jeanne lança son attaque. Décidément, elle ne te lâchera pas celle-là. Encore une que tu mettras certainement dans ton lit. Une femme mariée ne devrait pas se comporter ainsi. Je n'arrive pas à comprendre ce que tu peux trouver à toutes ces nanettes. Enfin, je devrais sans doute me contenter de n'être qu'un numéro parmi les autres, pauvres folles qui voudraient t'avoir pour elles seules. Tu dois nous donner une note. Quand tu nous as fait l'amour, est-ce que je suis dans la bonne moyenne au moins? Un vent léger soufflait dans ses cheveux, ses yeux étincelaient dans la lumière, sa poitrine se gonflait sous l'émotion et la colère. Elle était vraiment belle. Mais en contemplant ses fentes parfaites, il n'éprouvait rien de plus que le désir sexuel que provoquait sa beauté. Son cœur était ailleurs, enfermé en dehors de sa volonté, dans l'énigmatique sourire de Sia, envoûté par sa silhouette gracile qui remplissait son esprit. Il en était certain maintenant, lui qui s'était efforcé de séparer sentiments et attirants sexuels depuis sa douloureuse rupture, était en train de changer. Pour la première fois, il commençait à penser qu'il ne pouvait que constater l'inanité de l'option imbécile qu'il avait adoptée depuis le début, cette course en avant entamée au travers de ses nombreuses aventures. Quelque chose de doux et de troublant s'insinuait en lui, une renaissance inattendue de l'ancien Arthur, celui qui, encore intimidé par les femmes, les respectait et en attendait le bonheur. Mais aujourd'hui, il avait mûri et connaissait le prix des illusions perdues. Sans le moindre doute, il savait qu'il devait tout faire pour ne pas laisser de fantasmes s'installer dans son cœur. Intuitivement, il ressentait que Sia éprouvait pour lui une certaine attirance. De là à l'appeler amour, il y avait un grand pas qu'il ne voulait pas franchir. Emporté au loin par sa rêverie, il en avait oublié la présence de Jeanne. Elle avait compris qu'il n'était plus avec elle et qu'il ne l'écoutait pas. Elle tenta une dernière manœuvre. « Je t'aime, Arthur, ne l'oublie pas. Sache que je serai toujours là pour toi. » Elle le laissa seul et partit, des larmes dans les yeux. Quelques minutes, il resta seul, respirant à fond l'air pur venu des montagnes. Pendant quelques instants trop courts, sous les rayons du soleil, maintenant presque au zénith, il pensa. « Je suis si bien, seul, goûtant la splendeur des paysages. Si quelqu'un m'écoute là-haut,
que plus personne ne vienne plus me déranger, que je puisse goûter longtemps encore la sérénité de la nature qui m'entoure. Mais le défilé n'était pas terminé. Juliette s'approcha de lui tranquillement, elle saisit la rambarde, cambra ses reins en arrière, faisant jaillir sa poitrine comme une provocation, et poussa un long soupir. « Tu vois, Arthur, j'ai patiemment attendu mon tour, comme à confesse aurait dit ma mère. Tu as l'air envoûté par la beauté du spectacle qui défile sous nos yeux. Je le suis aussi. Alors, dis-moi pour quelle raison, dans ce cadre idyllique, je ne parviens pas à me sentir parfaitement heureuse. Pourquoi mon cœur est-il empli de tristesse ?» Il ne trouva rien à répondre, et elle sembla se contenter de son silence. « Il faut dire que ce n'est pas très intelligent de ma part de venir me pavaner à tes côtés. Avec ta sulfureuse réputation, je sens que je vais passer pour une allumeuse auprès de tous les autres. M'exposer ainsi va m'attirer les foudres de Noémie. Elle est si intransigeante, et Albert ne manquera pas de me questionner. Dis-moi pourquoi je suis là, Arthur. Je suis complètement perdue. » Une nouvelle fois, il se tut, elle soupira longuement. « Après tout, qu'est-ce que ça peut bien me faire? Je n'ai rien à me reprocher. » Il y eut un long silence, puis elle s'éloigna en murmurant. « Jusqu'à aujourd'hui tout au moins, ouvrant toutes larges les portes d'un avenir qui n'avait pas encore dit son dernier mot. » Madeleine fut la dernière à se présenter. « Alors, tu as fait le tour de tes admiratrices, Arthur? Je serais curieuse de savoir ce qu'elles ont pu te raconter. Enfin, tout cela les regarde. Je n'ai pas eu l'opportunité de te parler depuis l'autre soir. Je ne regrette rien, tu sais. C'était un moment agréable et j'en avais très envie. Ce n'est la faute de personne, enfin un peu de la mienne quand même. Je l'avais bien cherché. Est-ce que j'aurais envisagé de te rendre visite si je n'avais pas espéré ce qui est survenu? Tu es un véritable diable, Arthur. Je l'ai senti depuis le premier jour, et je sais depuis ce soir-là que j'ai aimé flirter avec le diable. Cela ne se reproduira plus. Je t'aime beaucoup, tu sais. Je suis certaine que quelque chose, un malheur, un accident dans ta vie, t'a emmené sur un chemin que tu n'aurais sans doute pas désiré parcourir. C'est la raison pour laquelle je veux te prévenir à nouveau. Tu es en danger, et tu répands le malheur autour de toi. Fais très attention, mon ami. Si tu permets que je t'appelle ainsi, tout cela finira très mal. » Elle posa gentiment sa main sur la sienne et répéta avant de le quitter. « Cette situation que tu as provoquée finira très mal si tu n'y mets pas fin immédiatement, Arthur. » Un peu plus tard, ce furent les hommes qui firent irruption sur le pont. Un peu plus tard, ce furent les hommes qui firent irruption sur le pont. Ils riaient aux éclats et commencèrent à le taquiner. Il s'y attendait et prit son mal en patience. D'autant plus que leurs flèches et leurs plaisanteries plus ou moins salaces ne concernaient que les échos de son aventure avec Jeanne, qui avait fait le tour du groupe. Ils avaient forcé sur la bière chinoise, et cela se voyait. Ils s'amusaient bien, peut-être parce qu'ils étaient secrètement rassurés de penser que leur compagne était maintenant à l'abri de ses méfaits. Arthur, tout en évitant de trop en dire, répondit du tac au tac et les conforta, s'il en était encore besoin, sur sa solide réputation de séducteur. L'heure avançait, peu à peu au fil du courant, les montagnes desserraient leur emprise, les plaines côtières s'élargissaient, les petits bateaux étaient de plus en plus nombreux le long des rives,
Les maisons étagées sur les pentes annonçaient la fin du voyage. Ils quittèrent le bateau aux environs de 16 heures. Il faisait très chaud. À la sortie du débarcadère, après avoir franchi une porte fortifiée, ils empruntèrent une rue étroite dont chaque trottoir était occupé par une multitude de commerces qui vendaient de tout. Elle s'enfonçait, montant en pente douce jusqu'au cœur de la bourgade, pour se terminer sur une petite place ornée d'une jolie fontaine. Sur un de ses côtés, dans un renfoncement adossé à un énorme rocher, s'élevait l'hôtel Hong Fu Palace. L'établissement est tenu par des Français qui s'étaient installés dans le pays depuis plusieurs années. La bâtisse n'avait qu'un seul étage et la plupart des chambres se trouvaient au rez-de-chaussée, entourant un jardin arboré de plantes tropicales. Siya-He lui affecta une pièce à ce niveau et il remarqua aussitôt que sa chambre était cernée, d'un côté, par celle de la jeune Noémie, qui cette fois la partageait avec Janine, et de l'autre, par celle du couple Desplat. Il était satisfait. Aucune des filles n'oserait s'approcher de lui dans une telle configuration. Il n'avait pas tort, il passa la meilleure nuit qu'il ait eue depuis son arrivée en Chine. Le matin suivant, toute la bande fut confiée à assister à un spectacle époustouflant que leur avait organisé Mike Fung, maître du Tai Chi Chuan et du Kung Fu renommé dans le monde entier. Il avait créé une école taoïste qu'il dirigeait. Le spectacle d'une durée d'1 heure environ, auquel participaient tous les élèves du maître, n'avait pas son pareil dans la mémoire d'Arthur. C'était une explosion de grâce et de prouesses techniques. Habillés de couleurs éclatantes, les acteurs mimaient les différentes phases de la vie des divinités de ce culte très répandu dans l'Empire du Milieu. Siya-He, comme si le hasard seul en avait décidé, s'était installé à ses côtés et lui fournissait les explications sur le déroulement de chacune des phases du spectacle. Ses mains aux doigts longs virevoltaient dans l'espace, lui désignant les vêtements de scène en commentant leur signification religieuse et le pourquoi des couleurs qui les composaient. Par instants, les gestes gracieux caressaient imperceptiblement le bras d'Arthur, réveillant à chaque effleurement la même émotion. À la fin du show, le maître leur proposa une initiation à cet art martial. Tous acceptèrent, pensant un peu naïvement, tout comme Arthur d'ailleurs, que la facilité apparente avec laquelle les artistes exécutaient leurs numéros était aisément reproductible. Il y eut beaucoup de rires et sans doute beaucoup de déception, car l'heure qui suivit leur apprit qu'il n'en était rien. Ce fut ce que leur expliqua leur professeur avec un sourire erratique posé sur son visage impénétrable. Une pratique journalière étalée sur plusieurs années était seule capable de les porter à un niveau acceptable de technicité. L'après-midi devait être consacré à une promenade dans la campagne environnante, une activité de groupe que leur guide allait accompagner et commenter. Arthur décida de ne pas y participer. Il s'en excusa auprès de la jeune femme, évoquant un coup de fatigue et un puissant mal de tête pour justifier sa défection. Elle lui proposa gentiment de lui fournir les médicaments qui permettraient de calmer ses douleurs. Il déclina poliment son offre, arguant du fait que sa trousse de soins était suffisamment garnie. En vérité, il avait besoin de faire le point, de remettre de l'ordre dans ses sentiments. Ce qu'il avait éprouvé sur le bateau lui posait question, ainsi que la séquence durant laquelle s'était déroulée la démonstration. À nouveau, il se posa la question de savoir s'il était sur le point de tomber amoureux de la belle asiatique.
amour que si tel était le cas, et pour de multiples raisons, impossible. Ou bien n'était-il que le jouet d'une illusion provoquée par les événements qui s'étaient précipités depuis le début du périple? Le premier choc éprouvé et l'extraordinaire ressemblance de la jeune femme avec Yao? Il s'était mis à l'aise, short et torse nu, et s'était installé avec un livre sur le transat mis à disposition sur le petit balcon à l'arrière de la pièce qu'il occupait. Il comprit immédiatement qu'il ne parviendrait pas à lire, trop de pensées se bousculaient dans sa tête. Soudain, un bruit de voix venu du jardin lui annonça le départ du groupe, puis quelques secondes plus tard retentit un cri de douleur. « Aïe! Aïe! Je crois bien que je me suis foulé la cheville !» s'écria une voix féminine qu'il ne reconnut pas. « Je vais te raccompagner à la chambre, » dit une voix d'homme. « Repose-toi et évite de marcher cet après-midi. » Puis ce fut le silence. Arthur s'allongea plus confortablement et profita des rayons légèrement voilés par une légère brume de chaleur que diffusait l'astre solaire. Bientôt, il sombra dans un assoupissement profond. Il ne sut jamais combien de temps il avait dormi. Quelqu'un frappait à la porte. Les chambres étaient faites le matin et il n'avait aucune idée de qui pouvait vouloir le visiter à cette heure de la journée. Tout juste éveillé, il alla ouvrir. Devant lui se tenait Juliette. « Tu n'es pas parti avec les autres ?» s'étonna-t-il. « Non, je suis tombée et je me suis fait mal à la cheville. »« Ah, c'était toi. J'ai entendu crier tout à l'heure. Est-ce que je peux t'aider ?»« J'aimerais bien, si tu avais une crème, un pansement, je sais pas trop, pour soulager mon pied. »« Entre, je vais voir si je trouve quelque chose dans ma réserve. » Il la vit entrer en boitillant et se diriger vers le lit sur le bord duquel elle s'assit lourdement. Il trouva vite un tube de kétum qu'il ne se souvenait même plus avoir emporté. « Ça devrait aller. Prends-le et fais-toi un massage, » dit-il en lui tendant le tube. Devant son air désolé, il comprit qu'il allait devoir le faire lui-même. Il commença à éjecter une larme du contenu du tube sur son pied et commença à la masser. « Ce ne doit pas être très grave, ta cheville est à peine enflée. Demain, il n'y paraîtrait plus. Tu pourras remarcher normalement. C'est dommage, la balade devait être sympa. » « Je m'en fiche. De toute façon, je ne voulais pas y participer. D'ailleurs, j'ai fait exprès de tomber. » « Tu es vraiment bizarre, toi. Ce n'était pas plus simple de dire que tu préférerais ne pas y participer, ainsi que je l'ai fait? On m'aurait posé des questions auxquelles je ne voulais pas avoir à répondre. » Tout en continuant à appliquer l'onguent remontant lentement sur le mollet, il questionna. « Alors, en fin de compte, quoi tu ne voulais pas la faire, cette fichue balade ?» Doucement, elle lui saisit la main et la fit glisser vers le haut de sa cuisse, lui passa les siennes autour du cou et murmura en lui tendant ses lèvres. « Parce que j'avais envie de faire l'amour avec toi. » L'après-midi passa vite, elle était déchaînée, on aurait pu croire qu'elle n'avait pas connu d'homme depuis des lustres. Quand elle quitta la chambre, il ne manqua pas de remarquer qu'elle ne montrait pas le moindre boitillement. Contrairement à son habitude, il laissa de côté les reproches hypocrites qu'il ne manquait pas de se faire dans une pareille situation. Il n'avait pas refusé ses avances et en était satisfait. Juliette ne l'avait pas déçu dans sa nudité, elle était aussi belle qu'il avait supposé, et elle faisait l'amour avec passion et sans retenue. Il y avait un autre sujet de satisfaction. Cet aparté l'avait conforté dans sa certitude qu'il pouvait encore échapper au magnétisme que Sia exerçait sur lui.
Restait qu'il se rendait parfaitement compte qu'en acceptant de la prendre dans ses bras, il avait aussi pris des risques. Si cette aventure venait aux oreilles du mari de Juliette, ou de quelqu'un de mal intentionné, les conséquences pourraient être incontrôlables et, à tout moment, lui retomber sur la tête. Un instant, il se prêta de beaux sentiments et d'inutiles remords en imaginant ce que leur étreinte pouvait avoir comme détestable influence sur la vie du couple des Desplats. Mais il n'ignorait pas que son pseudo-repentir n'était qu'une façon de se dédouaner, car, en tout état de cause, il était évident qu'il n'avait ni sollicité et encore moins forcé Juliette, et que, tout compte fait, cet intermède avait été fort agréable. Le soir, dès la fin du dîner, était programmée une soirée exceptionnelle qui, s'ils en croyaient leur guide, serait inoubliable. Un bus les conduisit en quelques minutes dans un lieu appelé Liu Sanji où, dans une atmosphère féerique, se déroula un spectacle, son et lumière, probablement unique au monde. Impression de Liu Sanji, tel était son titre, spectacle mis en scène par Zhang Yimou, réalisateur mondialement connu et par ailleurs auteur de nombreux films, se déroulait dans un site qui peut être considéré comme le plus grand théâtre naturel du monde. À cet endroit du cours de la rivière, l'érosion avait creusé les rives jusqu'au pied des pics qui la surplombaient, formant une vaste étendue liquide que le créateur du spectacle utilisait comme un stade aquatique. 600 figurants et acteurs évoluaient dans le décor des 12 collines karstiques, noyées dans le brouillard nocturne et éclairées par la lune, dont la clarté projetant leur image inversée dans les eaux, présentait un arrière-plan en constante et magique évolution. Le scénario racontait l'histoire de Sanji, la fée des chansons, chanteuse qui était incomparablement belle et dont la voix n'avait d'égal que sa beauté. Elle racontait les mythes et légendes de la Tsang, une des minorités ethniques de la région. Dans Impression de Sanji Liu, l'actrice qui interprétait le rôle n'avait rien à lui envier et on pouvait admirer les images issues de la vie quotidienne des personnes vivant autour de la rivière Li plutôt que les détails spécifiques des histoires racontées. Le spectacle grandiose, avec ses acteurs habillés de vêtements multicolores, son défilé de chars marins aux couleurs chatoyantes, illuminé de 1000 points de lumière, et son final au cours duquel Sanji, debout sur un immense croissant de lune, qui chantait en le parcourant, resterait pour tous et pour toujours inoubliable. Arthur, par les hasards des places numérotées, était assis entre Juliette et Ghislaine. Toutes deux, aussi enthousiasmées que lui par le spectacle offert, ne se privaient pourtant pas de lui manifester leur admiration, s'en approchant le plus près possible et provoquant ainsi un instant de véritable gêne. Au cours de l'entr'acte, il tenta de se perdre dans la foule qui se détendait autour des gradins, afin de profiter de quelques instants de tranquillité, mais il ne réussit pas à éviter d'être rejoint par une Ghislaine émue aux larmes et en profitant pour réclamer sa part de caresses. Le séjour ne souffrit pourtant pas de ces petits écarts de conduite. Dès le lendemain, le groupe eut droit à une dernière escapade autour du Yangshuo, avec à la clé la descente d'une partie de la rivière Li sur des barques en bambou. Les piroguiers chantaient des airs du folklore, le soleil brillait, les sites traversés respiraient la sérénité, et Arthur se sentait divinement bien, calme et reposé. Plus tard, en se souvenant de ces instants magiques, il fut presque certain qu'ils avaient été les plus softs de tout le séjour. Dans l'après-midi, cerise sur le gâteau,
ils assistèrent dans un des théâtres de la ville à un spectacle époustouflant de danse et de chants traditionnels chinois. Enfin, alors que déjà la nuit enveloppait la région sous le manteau d'un ciel étoilé, ils reprirent leurs bagages et embarquèrent dans un minibus, direction l'aéroport d'où ils s'envolèrent pour Shanghai. La visite de cette ville n'était pas programmée pour ce jour-là, aussi ils s'installèrent dans un nouveau minicar qui les emmena jusqu'à la ville voisine de Suzhou. La nuit était déjà tombée quand ils arrivèrent dans cette importante cité au cœur d'une région qui, si on devait en croire leur guide, avait réussi le pari de la modernisation. C'était la plus ancienne des villes du bassin de Shangyang, le berceau de la culture You, où la plupart de ses habitants parlaient encore, dans l'intimité, le dialecte de Suzhou. En raison de ses nombreux canaux, on l'appelait fréquemment la Venise de l'Est. Ville du poisson et du riz, située non loin du lac Taihu, reliée au grand canal Pékin-Hangzhou, et dans lequel on trouve le poisson à volonté. Marco Polo aurait dit que l'on pouvait y trouver 6000 ponts. Aujourd'hui, on en compte 160. Elle devait aussi sa renommée à la fabrication de soieries et à ses jardins, pour la plupart résidences privées, conçues par les mandarins et lettrés de la Chine impériale, d'où ils exprimaient leur conception esthétique et philosophique. L'hôtel Guzhou, dans lequel leurs chambres étaient retenues, n'avait rien à envier aux autres établissements qui avaient jalonné leur voyage. Ce fut Ghislaine qui lui rendit visite ce soir-là. Aussitôt qu'il l'eut laissée entrer dans la pièce, elle commença par lui asséner quelques critiques bien senties, lui reprochant amèrement sa conduite inqualifiable avec les autres femmes. Avec la plus mauvaise foi du monde, elle lui assura qu'elle ne se serait jamais permis une pareille trahison. Elle ajouta que c'en était fini, qu'elle ne l'avait rejoint que pour régler ses comptes, et lui jura qu'on ne la reprendrait plus à jouer à ce jeu pervers. Puis elle tomba dans ses bras. Après l'amour, elle s'en alla retrouver son mari, sans énoncer le moindre regret pour s'être ainsi parjurée. Ce samedi, ils découvrirent les trésors de la cité. Il faut dire qu'ils étaient nombreux, plus beaux et intéressants les uns que les autres. Le jardin Yipiou et son voisin Liu, connus pour leur classique splendeur, valaient bien le temps passé pour contempler leur charme. L'intéressante découverte d'une usine de tissage de la soie, au cours de laquelle leur fut montré en live tout le processus de l'élaboration de ce tissu, de la naissance du lombric jusqu'à l'utilisation du cocon, ainsi que celle des métiers à tisser en fonctionnement, occupèrent la fin de la journée. Jeanne ne lui avait plus adressé la parole depuis leur aparté sur le bateau. De toute évidence, elle lui faisait la tête. Il avait retrouvé un peu de sérénité. Après tout, ce voyage ne représentait qu'une toute petite tranche de sa vie. Dans quelques jours, il arriverait à son terme, chacun retournerait à son quotidien, la vie reprendrait son train-train habituel, et tout serait rapidement oublié. Il n'avait pas un ego assez développé pour imaginer qu'il resterait longtemps dans le souvenir de toutes ces femmes et y laisserait quelques traces de son passage dans leur existence. Le seul problème qu'il lui faudrait résoudre était, malgré ses efforts, l'attachement croissant pour la douce Sia qu'il sentait grandir jour après jour. Il savait également que rien n'était possible entre eux, un fossé abyssal les séparait. Il valait beaucoup mieux qu'il continue à tenir ses distances afin qu'il ne se passe rien entre eux d'irréparable, pour elle comme pour lui. Il ramena ses pensées sur le présent et sourit, essayant de deviner le nom de celle qui le rejoindrait ce soir. Ghislaine, selon toute hypothèse, c'était la seule qui pouvait aisément quitter le lit de sa marmotte de mari. Ou pourquoi pas Jeanne qui,
pour sembler très fâché, pourrait confirmer le dicton « souvent femme varie ». S'il avait parié, il aurait perdu la seule visite qui, pour de multiples raisons, lui semblait totalement improbable, se manifesta vers minuit par un grattement à sa porte. Quand il ouvrit, Noémie entra d'une allure décidée, le regard vif, le menton relevé dans une attitude de défi. Elle attaqua d'emblée. « Tu n'as pas pu résister, hein? Il a fallu que tu la mettes dans ton lit comme les autres. Je n'aurais jamais cru que mon imbécile de mère céderait à ton soi-disant charme. Vous ne vous êtes même pas rendu compte que vous mettiez notre famille en danger pour quelques minutes de plaisir. Si papa apprenait cela, il divorcerait, j'en suis certaine, et moi alors, qu'est-ce que je deviendrais dans ce gâchis ?» Elle reprit soudain son souffle et s'assit sur le bord du lit. « Enfin, Arthur, il ne manque pas de filles célibataires sur la terre. Pourquoi vouloir séduire des femmes mariées ?» Arthur était perplexe. Comment cette gamine avait-elle découvert leur liaison d'un jour? C'était incompréhensible. Un court instant, il fut tenté de la questionner plus avant afin de résoudre cette énigme, mais il en abandonna l'idée. Après tout, qu'importe. Pour l'immédiat, il n'avait guère d'arguments à développer pour contrer cette attaque en règle, et quoi qu'il puisse dire à cette gamine entêtée, elle camperait sur ses positions. Par ailleurs, la situation ne manquait pas de piquant, il commençait à s'amuser, et soudain une petite pensée lubrique perça dans ses pensées. Qu'est-ce qu'elles ont donc toutes ces filles à s'obstiner à s'asseoir sur mon lit? Quelle manie chez ces visiteuses! Pourquoi ne pas choisir un des deux fauteuils? D'autant plus qu'elle était vraiment mignonne, la petite Noémie. Quand elle s'était assise sur le bord de sa couche, sa jupe à fleurs avait largement découvert de longues jambes bien galbées et sa poitrine pointée vers lui, gonflé d'indignation son léger corsage au travers duquel il devinait ses petits seins ronds qui tressautaient sous l'excitation. Elle s'arrêta soudain, la bouche à demi ouverte. Elle venait de comprendre que son regard glissait sur elle, l'inspectant de la tête aux pieds. Elle rougit violemment, il s'approcha lentement et s'assit près d'elle. « Tu ne me suggérerais pas, par hasard, que tu fais partie des filles célibataires à qui je devrais réserver mon charme ?» Il osa mettre sa main sur sa cuisse. Elle ne fit pas un geste pour l'en empêcher. Elle bredouilla simplement. « Je voudrais bien voir ça. N'essaye même pas, ou j'appelle au secours. » Mais il était déjà trop tard. La main d'Arthur montait doucement sur sa cuisse. Elle ferma les yeux et n'opposa aucune résistance quand il la poussa sur le lit. Elle était novice au jeu de l'amour. Plus tard dans la nuit, elle lui confia qu'elle n'avait fait l'amour qu'une fois avec un copain de sa classe et qui ne lui avait pas laissé un souvenir impérissable. Au moment de son départ, elle redevint brusquement la petite fille qu'elle était encore. « Tu ne le diras à personne, hein, n'est-ce pas, Arthur? Tu me le jures? Mes parents seraient fous de rage. » Il l'assura de son silence. De toute façon, il n'en aurait pas parlé, ça n'aurait aucun intérêt et ne lui apporterait que de possibles ennuis, d'autant plus que l'abandon de la jeune fille le mettait définitivement à l'abri d'une indiscrétion. Il resta longtemps éveillé, se demandant si le travail de sape qu'il avait entrepris, en dehors du plaisir malsain qu'il en tirait, ayant pour objet d'empêcher son attirance pour s'y de s'incruster dans son cœur, serait suffisant. Il n'en croyait rien. Cette course vers la catastrophe, annoncée par Madeleine, lui venait de plus en plus fréquemment à l'esprit, finissant par lui apparaître comme une réalité. Fallait-il qu'il en parle, qu'il lui confie son désarroi? Le sommeil finit par l'emporter dans une série de rêves douloureux dont aucun ne lui apporta de réponse.